Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes, ainsi qu'à la pratique du récit de vie. Pour ce 27e épisode, je réalise l'envie née à l'épisode 19, quand j'ai découvert le musée des sons disparus. Rencontrer son fondateur et avoir une petite conversation avec lui. Rendez-vous donc avec Joseph Sardin, ingénieur du son et sonothécaire, pour une balade insolite dans son univers sonore et surtout très créatif. Bonjour et merci beaucoup Joseph d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Euh, Florence. il faut dire que j'ai été vraiment charmée de découvrir d'abord ta sonothèque, puis ensuite ce musée qui m'a complètement fascinée, ce musée des sons disparus dont on va parler aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour ça. Bah, de rien, merci à toi. Alors évidemment que ton univers est beaucoup plus riche encore, hein, puisque tu as à ton actif, alors j'ai compté 2-3 choses, donc un site de sonothèque en français et en anglais. Tu as aussi un podcast, une web TV, plein de sites, dont un pour tes illustrations, et plein de portes d'entrée que tu as regroupées sur un site, sur ton site à toi qui s'appelle josephsardin.com, qu'on mettra à disposition dans les notes de l'épisode. Et moi, j'aimerais, pour commencer cette conversation, que tu m'expliques un peu comment est née cette passion pour le son. Eh bien, la passion en elle-même est peut-être partie de la musique, puisque j'ai joué, pas mal de violon quand j'étais petit et puis, à l'adolescence, je me suis un peu intéressé à la musique électronique et et au son, hein, de manière générale et donc je partais avec mon enregistreur à l'époque cassette, à bande donc enregistrer, je me souviens encore, d'avoir enregistré un escargot qui mange une feuille de salade, un glaçon qui fond. Bref, des petites expériences comme ça, donc c'est un petit peu comme ça, par la musique et par le son naturel, on va dire, que j'ai commencé la prise de son et puis, bah, je me suis beaucoup intéressé au spectacle, donc au live, à la musique, enregistrée, soit en différé donc, soit en live voilà, j'ai ouvert un petit studio d'enregistrement et de répétition. Bref, voilà, pas mal de musique, pas mal de sons et je me suis intéressé aussi à l'audiovisuel. Bref, je m'intéresse à tout et le son, en Mmh. tout cas, c'est peut-être, ce qui est récurrent dans mes projets, c'est qu'il y a toujours un peu plus de son que, de visuel. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, c'est vieux, quoi. Ça fait C'est vieux, en longtemps que tout je cas, c'est touche à ça. depuis toujours et tu lui es devenu sonothécaire. En tout cas, Alors tu oui, te présentes comme tel. oui, là, c'est le terme sonothèque il y a encore, une quinzaine d'années, était assez peu connu. Donc, en découle aussi, le terme sonothécaire, qui est quand même celui qui, gère une bibliothèque de sons. Et elle peut être excessivement grande. La mienne est assez grande, mais il y en a des encore plus grandes, surtout lorsque, en tant qu'utilisateur, on regroupe plusieurs sonothèques et forcément, une personne qui travaille dans l'audiovisuel, n'a pas forcément assez d'une seule sonothèque, donc il mixe plein de sonothèques différentes. Il se retrouve avec une bibliothèque tellement colossale qu'il faut pouvoir la classer convenablement et ça, on pourrait en parler, mais il y a des méthodes de classification et donc voilà, c'est son boulot, le sonothécaire, celui qui a, pour tâche de ranger correctement les sons pour que, les milliers de sons ne soient pas totalement perdus dans un disque dur et que soient totalement inaccessibles. Donc voilà, moi je suis sonothécaire de ce site internet, qui pour le coup s'appelle aussi lasonothèque.org, mais je suis, voilà, parmi tant d'autres sonothécaires, en charge de trier mettre en forme une bibliothèque, assez, cohérente et et bien rangée. Voilà. OK. Donc tu as fondé cette sonothèque en novembre 2005, et tu l'as dupliquée en anglais à partir de 2013. Et en fait, tu le dis sur ton site, tu dis que ton but, ça a toujours été de proposer gratuitement un large choix de sons et de bruitages de bonne qualité, ou qualité en tout cas supérieure à ce qu'on peut trouver, ailleurs sur internet. Tu tiens à ce que ce soit gratuit et que ce soit libre de droit, que ce soit accessible à toutes les personnes qui en ont besoin. Pourquoi tu as fait ces choix-là? Eh bien, parce que j'ai toujours été sensible aux petits projets. J'aime beaucoup les projets, associatifs, projets étudiants, les jeunes qui se lancent. J'ai toujours apprécié ça, j'ai toujours aimé transmettre aux gens qui débutent et généralement, quand on débute, quelle que soit l'activité, on n'a pas un rond et puis même quelquefois, quand on continue dans notre vie on n'a pas un rond et je me suis dit: «Puisque moi je peux me le permettre, puisque c'était pas vraiment mon activité principale», je me suis dit: «Bah, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse, il faut que ça soit gratuit».
Alors forcément, ce qui est gratuit ne l'est pas totalement dans le sens où déjà il y a une bonne partie qui est payée, de ma poche et puis, la sonothèque, vit, on va dire grâce à un petit peu de publicité qu'il y a sur le site. Donc c'est pas on peut pas dire que c'est totalement gratuit, mais pour un utilisateur qui vient utiliser, les sons, qu'il soit professionnel ou non, lui oui, et pour lui c'est gratuit et c'est vrai que c'est très apprécié et en termes de qualité, il y a beaucoup, beaucoup de sites qui existent. Il y en a des absolument géniaux, qui font un peu la même chose que moi. Sauf qu'en termes de qualité, oui, je dois l'admettre, je suis quand même très bien placé puisque je fais moi-même mes sons, je vais pas les piquer ailleurs et puis ils sont de bonne qualité. Voilà, c'est difficile de trouver une qualité-prix, je ne sais pas comment l'accorder, un rapport Oui, oui, un qualité-prix rapport qui soit, qualité-prix, ouais, tout à fait. aussi bon, Mmh sans mh. vouloir me vanter. Mmh. Alors combien de sons sont disponibles aujourd'hui sur ta sonothèque? Un peu moins de 3 000. Je dis un peu moins parce que j'aime beaucoup, désévaluer un peu mon travail. Alors c'est peut-être pas très vendeur, mais en fait 3 000 c'est quand même pas mal. J'ai essayé de toucher un peu tous les secteurs. Il y a des bruits naturels, il y a des bruits, de portes, il y a des bruits de moteurs, il y a des bruits d'oiseaux, il y a des bruits de chats, enfin bref, on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Il y a quelques bruits électroniques. J'ai essayé de répondre un peu aux recherches que les gens font sur mon site, puisque ces recherches, même anonymisées, je sais à peu près ce qu'ils viennent chercher sur mon site. Donc, je regarde la liste et puis quelquefois, ça me donne une idée. Ah oui, ça, j'ai ce son, ce bruit de chaise, je vais pouvoir le faire. Voilà. Mais par contre, j'ai pas 200 bruits de porte, comme certaines sonothèques professionnelles le mettent à disposition. J'ai pas 200 portes, non, j'en ai une dizaine, voilà. Et ça me suffit, c'est bien pour des projets audiovisuels de petite ampleur. Ça permet de trouver facilement ce qu'on veut, sans se noyer dans une quantité colossale de sons. Donc avec 3 000 sons, je pense que j'ai touché à tout, mais je vais pas dans une grande profondeur. J'ai pas, voilà, je peux pas avoir 100 sons de porte, quoi. Oui, puis comme tu le disais tout à l'heure, tout est fait maison, hein. Donc ça aussi, c'est intéressant, j'ai vu un endroit où tu racontes comment tu fais les bruits gore et comment tu vas créer ça avec des légumes. Donc chaque fois, il y a des trucs à trouver. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns, des inventions ou des trouvailles que tu as pu faire pour arriver à développer ces sons dont on a besoin? Alors, bah, ça, ça touche, à ce qu'on appelle le bruitage, donc c'est un travail un peu différent de celui de preneur de son. Je dirais que moi, j'ai commencé surtout comme preneur de son, même dans la musique, un guitariste va produire un son et moi, mon boulot, c'est de le prendre, le son. Et c'est pareil pour la plupart des sons. Mais il y en a quelques-uns qu'on a du mal à faire et le bruit-gore, c'est peut-être l'exemple le plus frappant, c'est qu'en fait, c'est le cas de le dire, on ne peut pas frapper son camarade, on peut pas frapper un ami, même un ennemi vaut mieux éviter, donc l'éviscérer encore moins. Donc il y a tous ces sons, bah, dits gore, qu'on ne peut pas faire en réalité. Donc là, on se tourne vers, une technique qui s'appelle le bruitage et j'ai fait une petite, web TV, on va dire, une petite web émission qui est consacrée à ce sujet, qui s'appelle le Labo du bruiteur, où j'explique comment sont réalisés ces bruitages. C'est pas toujours moi qui ai trouvé les solutions à ces petits dilemmes, c'est souvent des petits secrets, de bruiteurs qui souvent sont jalousement gardés et que je dévoile dans cette petite émission. Donc j'ai 47 épisodes donc et à chaque fois je dévoile un petit son qui est difficile à enregistrer, de manière naturelle. Le Brugor c'en est un et donc on le fait avec des fruits et des légumes, généralement pamplemousse, melon. C'est les aliments qu'on maltraite le plus devant un micro pour faire, bah, voilà, des os qui cassent, des choses, des décapitations, bref, des choses qu'on peut pas faire dans la vie réelle. Et il y a plein d'autres sons, hein. Par exemple, les sabots d'un cheval. On peut difficilement faire entrer un cheval dans un studio et bon, je suis pas sûr qu'il soit bien enclin à faire des pas tranquilles, sur l'herbe fraîche. Donc le cheval en question, donc bah, voilà, on le fait avec des noix de coco ou avec des entonnoirs, retournés. Voilà, il y a des petites choses comme ça, certains grincements, des petites souris qui crient avec, du polystyrène, sur, une vitre, humidifiée. C'est des petites choses comme ça, des petites astuces qu'on se transmet de bruiteur en bruiteur et que je dévoile, avec ma petite, web émission, Le Labo du bruiteur. C'est ça, Voilà. la particularité, c'est quand même que tu les dévoiles et qu'on te voit faire puisque tout ça est filmé. Donc, ça aussi, ça fait partie des curiosités qu'on peut découvrir à travers, cette sonothèque et puis tout ce que tu y proposes. Tu parlais tout à l'heure de méthode de classification pour les sons. Alors, comment on s'y prend pour classer des sons? Alors la plupart des gens et moi le premier, en tout cas au début, bah, on met tout ça dans un dossier et on n'y prête pas trop attention. Ça va quand on a 100 sons, 200, 1 000 sons peut-être,
mais très vite, c'est un bazar, sans nom. On ne trouve pas, les portes qu'on cherche parce que, lorsqu'on en a eu besoin, on l'a mal nommé, on l'a mal rangé. Non, non, il faut prendre le temps de bien ranger et justement, il y a une classification qui a été inventée par plusieurs, preneurs de son et sonothécaires très réputés qui travaillent sur des très, très, très gros projets, qui ont inventé ce qu'ils appellent l'UCS, donc Universal, Categories System, je crois, qui propose une classification relativement intelligente en fonction de enfin, dans des grandes catégories dans lesquelles sont listées des petites sous-catégories et qu'il est possible de prendre à bras le corps puisqu'on peut modifier ces catégories en fonction de nos besoins propres. Si par exemple une personne travaille sur un projet qui concerne les hélicoptères, forcément, il ne va pas utiliser toutes les catégories, il va utiliser que aircraft, hélicoptère, et peut-être qu'il aura besoin de sous-catégories qui n'existent pas, par exemple un hélicoptère à pédales, je n'en sais rien, ou de telle marque, de tel fabricant, avec une pale cassée, et cetera. Les gens peuvent prendre à bras le corps cette catégorisation de son et le mettre en forme pour que ça réponde à leurs besoins. Donc l'UCS est très réputé chez les professionnels des sonothèques, voilà, des librairies sonores, parce que ça offre une possibilité de catégorisation très souple et aussi assez simple à utiliser. Et surtout, lorsqu'on on réunit une sonothèque professionnelle en UCS avec ma sonothèque qui l'est peut-être un petit peu moins, qui est aussi en UCS, on peut mixer en une fraction de seconde 2 sonothèques, 3 sonothèques, 10 sonothèques, 50 sonothèques et retrouver très facilement les sons puisqu'ils sont rangés dans les bons dossiers. Voilà. Donc ça a vraiment une importance, capitale. Alors moi, j'ai envie qu'on parle ensemble de ce fameux, musée des sons disparus que j'ai déjà évoqué et j'aimerais bien que tu me racontes comment tu en es venu à te dire qu'il y avait quelque chose à faire avec ces sons qu'on n'entend plus, ces sons qui ont disparu effectivement, pour leur laisser une place, enfin les installer dans ce que tu as, appelé un musée et qui est véritablement bel et bien un musée. Eh bien, je crois que tout le monde a remarqué, plus les années passent, plus on est attaché à certains sons de notre enfance. Voilà, un petit jouet qu'on avait perdu de vue, on le ressort des cartons un jour et puis on se rend compte qu'il avait un bruit très particulier. Voilà, il y a pas que le bruit, il y a aussi, l'aspect particulier, les couleurs et cetera. Mais comme ma spécialité, on va dire, c'est le son, bah, je me suis un petit peu attaché à ça et il y a des choses avec le temps, des technologies qui ont disparu, des choses qui me reviennent en mémoire. Par exemple, on pense au modem 56K à l'époque, il y a encore, bah, une vingtaine d'années. On se connectait non pas à la DSL, mais bien avant, on se connectait à la ligne téléphonique, ce qui coupait, le téléphone de la maison principale. Généralement, on avait tendance à abuser un petit peu d'internet. Tout le monde s'en souvient de cette époque-là, en tout cas tous ceux qui qui étaient nés et le modem, l'appareil qui permet de se connecter, avait un bruit très particulier que tout le monde, ayant vécu cette époque-là se souvient. Un brouhaha assez indescriptible et donc bah, voilà, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Il y a des sons aussi qui nous parlent plus à personne puisque, par exemple, le feu par percussion, par friction, c'est des choses que personne n'a réellement utilisées, à part les survivalistes peut-être. Mais sinon, bah, nos ancêtres très lointains utilisaient certaines techniques qui ont disparu. La machine à écrire en est une aussi technique. Il y a plein de choses qui, à l'époque, faisaient un son très particulier et que tout le monde avait dans son quotidien. Et du jour au lendemain, ils ont disparu. Voilà, la disquette 3,5 pouces, l'appareil photo jetable, on peut aller encore plus loin, le téléphone à cadran lorsqu'on tournait, le disque pour, composer un numéro. Voilà, le projecteur de diapositive, l'appareil, argentique. Là, je suis en train de regarder un petit peu ma liste. Il y a pas mal de choses qui, qui rappelleront certainement des souvenirs à plein de personnes, en plus de moi-même. Donc, c'est un peu dans cet esprit que là, je me suis dit: «Allez, il faut que je partage, mes propres souvenirs». Je suis sûr que ça va parler à beaucoup de gens. Ouais. En fait, c'est un vrai travail patrimonial. Oui, alors moi, je le présente, un petit peu comme ça, mais disons que je suis pas un scientifique. Donc, il y a quand même des scientifiques qui travaillent sur ce domaine-là, hein. C'est de l'archéologie sonore, ils font de la recherche. Comment pouvaient, sonner, les villes lorsqu'il y avait des calèches, lorsqu'il y avait des vendeurs à la criée, lorsqu'il y avait des gens qui versaient le contenu de leur toilette, dans les rigoles qu'il y avait en plein milieu de la rue. Voilà, des gens
qui vivaient différemment, hein. Pourtant, c'était il y a pas si longtemps que ça. Tout ça, ça fait écho à des pratiques qui existaient encore il y a, 100 ans, 200 ans? Donc il y a probablement nos grands-parents qui se souviennent de certains de ces sons-là. Donc ça, c'est scientifique, on va dire. Moi, je me suis dit: «En tant que preneur de son, modeste preneur de son, qu'est-ce que je peux apporter?» Bon, bah, simplement de la prise de son, c'est déjà pas mal. J'enregistre ces choses et puis je les mets à disposition pour que les gens puissent les redécouvrir sous un nouveau angle, avec beaucoup de nostalgie peut-être. Mmh. Effectivement, et d'ailleurs tu lances des avis de recherche, hein, pour certains sons disparus qui sont difficiles à retrouver. Est-ce qu'il y a des réponses parfois à tes avis de recherche? J'ai eu quelques réponses, mais la plupart du temps, c'est difficile de les enregistrer. Quelquefois, des idées, enfin, des gens Ouais. me transmettent des idées, mais je n'ai pas encore, trouvé, heu, le son en lui-même. Soit il est très loin géographiquement, des Québécois qui me contactent pour me dire: «Ah, j'ai ce son-là». Ah oui, mais moi, malheureusement, j'habite en France et donc je vais avoir du mal à me rendre, sur place pour enregistrer. Par exemple, le flash d'une ampoule, électrique, qui était utilisée sur un appareil photo, il y a encore quelques années. Une ampoule qui ne pouvait éclairer qu'une seule fois et à chaque fois on changeait l'ampoule. Donc ça, c'était un son assez destructeur. On entend vraiment l'ampoule qui rend l'âme, qui fait un flash de lumière, éblouissant puisqu'à l'époque les appareils photo étaient peu sensibles. Et puis après on dévissait l'ampoule et on changeait l'ampoule et ça, ce son caractéristique, moi je l'ai pas connu personnellement, mais c'est un son que je recherche, donc je l'ai listé, mais j'ai pas le son qui va derrière et j'espère le trouver un jour en brocante ou alors quelqu'un qui pourrait me le fournir, pour que je puisse, à mon tour transmettre au plus large, ce son très caractéristique. Donc oui, je reçois quelques avis, quelques idées, quelques suggestions, mais j'ai pas toujours réponse encore, mais j'espère pouvoir, faire grandir, le musée des sons disparus, avec de nouveaux ajouts, au fur et à mesure. Est-ce que ce musée des sons disparus, tu le vois un jour entrer dans un autre musée, dans un musée institutionnel, un musée existant, un vrai bâtiment? Est-ce que ça serait une idée ou une envie que tu pourrais avoir? Moi, j'aimerais beaucoup. Alors, j'ai commencé à y réfléchir. Donc, j'ai en brocante essayé de commencer à, mmh, à collectionner certains appareils. Donc, j'ai une machine à écrire qui n'est pas très ancienne. J'ai pas trouvé beaucoup plus ancien, mais j'ai une machine à écrire et je me suis dit, ça serait marrant de pouvoir l'exposer. La mienne fonctionne et elle n'est pas très ancienne, donc je pourrais très facilement la faire manipuler par des enfants qui se demandent ce que c'est cet objet. Mais il y a des sons qui ne font plus de bruit parce que ce serait trop fragile à mettre en mouvement et donc j'ai un peu travaillé aussi, l'électronique pour essayer d'apporter un son à un appareil qui n'en fait plus. Donc une petite carte son, les gens auraient simplement à appuyer sur un bouton pour diffuser le son et entendre ce que, produisait l'appareil quand il était encore, bien portant et oui, 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 donc une optique, c'est une idée voilà, d'exposer, l'objet et à côté le son. Donc j'y travaille, peut-être un peu mollement, mais ce serait, pour moi, ce serait une bonne réussite que de pouvoir le montrer, en chair et en os, que les gens puissent soit toucher, soit, voilà, découvrir ça, voilà, face à face, quoi. Ouais, ça serait en tout cas une belle manière de donner plus d'ampleur encore à ton projet, même si tu me disais tout à l'heure que, tu estimes à combien le nombre de visites par jour sur la Sonothèque? Bah, surtout sur la Sonothèque, il y a à peu près, entre 5 000 et 7 000 visiteurs par jour, ce qui est quand même beaucoup. C'est surtout la Sonothèque, mais il y a aussi pas mal de gens qui passent sur, le musée, des sons disparus. Heu voilà, outre la quantité de monde, c'est vrai que comme ils sont très différents, je peux difficilement dire que que tous ceux qui en ont besoin, y vont. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont amenés à découvrir la sonothèque. Il y a des gens qui viennent pour, télécharger une nouvelle sonnerie, pour sur leur téléphone portable, donc ça, c'est plus des consommateurs, on va dire et puis il y a aussi des créateurs, ceux qui les utilisent, mais sont pour faire de la musique, heu, pour, heu pour pour illustrer un podcast, un livre audio, un jeu vidéo, leurs films, voilà, c'est vraiment utilisé par tellement de gens que je pense qu'il y a un potentiel assez large à l'utilisation de mon site et ça se voit par les chiffres et le site francophone fonctionne très bien et maintenant j'ai envie de dire, je croise les doigts pour que mon site anglophone qui est vraiment, comme tu disais, une copie, assez conforme,
puisse avoir ce même public, dans Ouais. le monde entier cette fois-ci. Mmh. J'espère que ça Toucher va un venir. maximum, pour toucher Ouais. un maximum de gens. Mmh. Je crois qu'on arrive à peu près au bout de cette conversation. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, au quoi j'ai pas du tout pensé, mais qui te paraît important à dire autour du travail que tu fais et de cette valorisation des sons qui est importante pour toi? Alors, moi, j'ai une petite rubrique que j'aime beaucoup parce qu'elle est née lorsque, le confinement, lié au Covid, a eu lieu, en tout cas en France. C'est un quiz que j'ai fait, un quiz sonore. C'est un jeu, les gens, de tout âge, puisqu'il y a un niveau facile, intermédiaire, difficile et expert, donc 4 niveaux qui permettent de s'entraîner un petit peu à la perception, des sons et voilà, un petit quiz que j'ai beaucoup aimé parce qu'il a été beaucoup partagé, dans le milieu francophone surtout par des enseignants surtout, pour, en distanciel, permettre aux enfants de continuer à à éveiller leurs sens, à s'ouvrir un peu et voilà, donc des questions, et puis, une petite note à la fin qui permet de de voir qu'on a bien répondu à toutes les questions et c'est voilà, moi je l'aime bien ce petit quiz sonore donc, j'ai souvent, assez peu de difficultés à en parler parce que ça a beaucoup plu en tout cas pendant le confinement et même maintenant c'est encore, pas mal utilisé en milieu scolaire. Donc, ça me plaît d'en parler. Ça te plaît d'en parler, tu fais très bien. J'ai été le découvrir aussi et c'est vrai que ce quiz est très bien fait, donc on peut effectivement que conseiller aux gens d'aller le découvrir aussi. Tu parles aussi beaucoup des soutiens qui sont autour de toi et des gens qui t'aident et qui fabriquent des sons avec toi et tu parles de tes parents. Alors tes parents sont impliqués dans ce projet aussi? Alors, ils sont impliqués indirectement, ils le portent pas, mais disons que Mmh. quelquefois, ils me donnent des idées, des suggestions et voilà, ils partagent, lorsque je sur les réseaux sociaux, je transmets une information, une nouveauté. Donc oui, ils sont impliqués d'une certaine manière, c'est mon projet, mais quelquefois ils participent. Donc j'ai un podcast, par exemple, lié aux questions que peuvent avoir les enfants, ça s'appelle «Le comment du pourquoi». C'est sonore, mais ça n'est pas directement lié au son. Mais voilà, ça fait partie des petites participations que font mes parents et donc mes proches aussi, de manière un peu plus générale. Voilà, me donnent leur avis, des suggestions et cetera. Donc ça me permet d'avancer. Quelquefois, ils ont un appareil qui fait un bruit particulier, alors ils me le prêtent, je l'enregistre, je le rends. Donc voilà, c'est un échange comme ça. Forcément, on a besoin de toutes les personnes qui sont un peu sensibles au son et qui trouvent aussi, des sons particuliers à me faire enregistrer et quelquefois je les ai pas ces sons. Donc, j'ai, d'une traite, ajouté plein de sons de petites, appareils photo et de petites caméras parce qu'un ami, avait plein d'appareils à me faire enregistrer. Donc c'est plutôt chouette ce genre de partage. Ouais, c'est super en effet. J'ai pour terminer 3 petites questions pour toi très courtes. La première, c'est ton son disparu préféré? Ouh là! Ah, c'est particulier. Ah, je crois que j'ai un petit faible pour le modem 56K. C'est le premier de ma liste puisque c'est le plus récent finalement. Voilà, un bruit, très caractéristique de la connexion internet d'il y a 20 ans et ça, voilà, ça c'était long parce qu'il fallait attendre que ça soit bien connecté avant de pouvoir, surfer sur internet. Voilà, un son qui marque les esprits. Le son pour lequel tu lances aujourd'hui un avis de recherche? Ah, je crois qu'il y en a plusieurs des sons que j'aimerais bien avoir sur ma sonothèque. Je pense, par exemple, bah, au flash de l'ampoule électrique, hein, qu'il y avait sur les appareils photo à une époque. Je pense par exemple, au vélo Solex qui, il y en a un qui passe devant chez moi de temps en temps et j'ai presque envie de lui sauter dessus pour lui demander s'il peut, s'il peut me prêter quelques secondes de son temps. Il y a quelques sons que j'aimerais beaucoup avoir que je n'ai pas encore ou alors de mauvaise qualité parce que je les ai enregistrés dans de mauvaises conditions. Donc c'est un peu difficile de répondre. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup, hein. Je crois que le travail n'est pas fini, il va falloir que je travaille encore quelques années là-dessus. Ouais, je crois qu'il y a encore beaucoup de développement effectivement possible. Et dernière question, quel est le son que tu aimerais crier sur les toits? Ah! Alors, crier, je crois que c'est pas le bon terme puisque c'est un son, que j'aime beaucoup, avoir entendu par le passé. C'est, l'escargot qui mange une feuille de salade. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est bon, c'est pas très original une fois qu'on l'a entendu, mais lorsque l'on sait que ça vient d'un escargot, c'est assez bluffant. C'est un voilà, c'est un souvenir plus que quelque chose que j'ai envie de crier sur tous les toits, mais c'est un souvenir qui pour moi est assez cher puisque c'est un peu mes débuts de la prise de son et donc voilà, j'ai envie de dire: «Écoutez donc les escargots manger» et il y a aussi les glaçons qui fondent, donc là, c'est plus facile à avoir.
C'est un deuxième son que j'aime beaucoup. Pareil, il est lié aussi à des souvenirs. Écoutez vos glaçons qui fondent dans votre verre, c'est assez bluffant. Il y a plein de petites bulles qui éclatent et tout ça, c'est assez la glace qui éclate aussi, qui se brise. C'est sympa. Écoutez-les. Eh bien, c'est parfait, on va s'arrêter là sur cet excellent conseil de découverte de sons. Écoutez les glaçons qui fondent. Merci beaucoup Joseph Sardin d'avoir accepté d'échanger avec moi quelques minutes. Bah, merci Florence pour ton invitation. Merci à tous d'avoir, écouté et puis, à bientôt peut-être.